Cette semaine, dans le balado, on tente de survivre sous l'eau, on part en road trip familial et on assiste à un procès assez singulier. Bienvenue à Mentionné Balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut. Bonne relâche. Ah oui, effectivement, oui. Bien mérité pour les étudiants. Qui est souvent une semaine de cinéma très convoitée pour les familles, les grands-parents, les enfants. Et la programmation en témoigne tout à fait cette année. Depuis 2 semaines, on patauge pas mal dans le familial. Et d'ailleurs, si vous pensez aller au cinéma, arrivez un peu plus tôt. Oui, parce que vous ne serez pas les seuls sur place. Effectivement. On voit ça souvent. Les gens se fâchent un peu, arrivent 15 minutes avant un film. Oui, puis ça peut être complet aussi. C'est bien d'avoir un plan B de deuxième film. Ça me rappelle aussi, ça arrive souvent l'été quand il pleut aussi, ce qui est une période très achalandée, puis là, le monde arrive. Ben, comment ça se fait qu'il y a autant de monde? Puis là, vous n'êtes pas le seul à avoir eu cette idée-là, monsieur, de venir voir la nouveauté un samedi de pluie en juillet. Le nouveau Transformers. Voilà. Cet été, on dira le nouveau Jurassic World. Oui. Petit tour d'actualité avant de parler des nouveautés de la semaine. S'est-il passé quelque chose? Ben écoute, je sais pas si on peut qualifier ça d'onde de choc, mais dans les recoins sombres d'Internet, je pense que ça célèbre haut et fort. OK. Parce que la mal-aimée Kathleen Kennedy, qui dirige Lucasfilm depuis 13 ans, a annoncé qu'elle va quitter à la fin de l'année 2025 son poste de grande patronne. Donc, on sait que... Pourquoi on ne l'aimait pas? Ben, évidemment, les gens la qualifiaient de trop woke, vouloir travestir l'esprit de George Lucas et de faire... Travestir, oui, c'est ça, on accuse les gens d'être woke. L'agenda woke. Donc, oui, c'est ça. OK, fait que toi, en tant que fan ouvert d'esprit, t'as rien contre. OK. Je savais pas si vraiment elle empêchait des suites ou des affaires, mais à l'inverse, ils font plein de spin-offs. C'est ça. Écoute, comme toute chose, elle a des succès, elle a des ratés, je veux dire... mais je pense qu'elle est juste sincère de donner une représentation, ce qui est bien normal. Puis c'est le fun qu'il y ait des trucs pour peut-être plus le public féminin aussi de Star Wars. Ça n'empêche pas qu'il y a d'autres trucs aussi. Puis ça revient toujours, si ça t'intéresse pas, regarde-le donc pas. T'es pas obligé d'aller... Ça enlève rien à ta trilogie originale. Non, c'est ça. Fait que bref, mais c'est quand même... faut quand même souligner la part de Kennedy dans l'industrie du cinéma parce qu'elle a été productrice aux côtés de Spielberg, chez Amblin, entre autres, avant après de partir sa propre compagnie Kennedy Marshall, avec son mari Frank Marshall, qui est aussi producteur, donc ils sont derrière les Jurassic Park. Elle a travaillé avec Spielberg sur E.T., sur Indiana Jones, les Back to the Future, avec Zemeckis. À voir son CV est plus proche de la retraite, là. Oui, c'est ça. Ce n'est pas parce qu'elle cède là, sous la pression commerciale. C'est pour ça que tu voulais dire dans les recoins de l'Internet, il y a des gens qui crient victoire. Là. Sur Reddit, on se réjouit. Là. Elle approche 70 ans, là, c'est pas déjà fait. Là. Fait que voilà. Fait que c'est quand même mais là, on ne sait pas qui prendra le trône. Non, évidemment. Chez Lucasfilm? Ça va être à suivre. J'ai l'impression qu'on va peut-être aller chercher de l'intérieur, là, généralement. C'est ce qui arrive souvent. On groom quelqu'un pour prendre les règnes après ça. Mais pour ceux qui espèrent que George Lucas revienne, là, je pense qu'il faut mettre une croix pas là-dessus. Lui aussi. Je pense pas qu'il intéresse toute cette pression-là. Ah non, je pense pas qu'il veut se faire chier. Sinon, c'était la Berlinale la semaine dernière. Dimanche, on a révélé les grands gagnants. J'ai manqué ça. C'est qui? Oui, alors L'Ours d'or est un film norvégien de Dag Johan Haugerud. C'est un film qui s'appelle Dreams, qui fait partie d'une trilogie qui sont sortis en l'espace d'1 an, les 3 films, donc Sex, Love, qui était le 2e chapitre, qui sont sortis en 2024, et le Dreams 2025. Espèce de coming of age un peu sur queer, là, un peu. Dans cette une fille qui est un peu en amour avec sa professeure, là, des trucs comme ça. Très Lucasfilm, justement. Oui, tout à fait. Très Star Wars. Donc, j'imagine, va faire son chemin peut-être à Cannes. Généralement, c'est de bon augure quand tu remportes la Berlinale. Berlin peut t'envoyer à Cannes? Je sais qu'il y a certains festivals qui veulent l'exclusivité. Fait que... effectivement, en tout cas, on verra, mais sinon, ça va donner le goût de le voir. Puis, film du prix du jury, c'est un film brésilien, The Blue Trail de Gabriel Mascaro, un drame fantaisiste qui se déroule dans l'Amazon. Alors, écoute, avec, on surveillera ça.
I'm Still Here actuellement au cinéma et tout. Si jamais l'autre film se fait acquérir, ça fera plein de films brésiliens. Un par année. Peut-être un petit boom. Oui, exactement. Effectivement. Il va y avoir des hausses dans les inscriptions au cours de portugais au Québec. Et pour vos poules des Oscars, c'était la dernière grande journée dimanche de la remise de prix de différentes guildes. Donc, j'ai plus noté celle des acteurs et actrices là, qui sont plus quand même prestigieux, plus people. Donc, sans grande surprise, plusieurs gagnants, là, je pense, viennent de confirmer, sceller leur Oscar. Donc, Demi Moore, Zoé Saldana et Kerry Culkin qui ont gagné donc le Golden Globe, le Critics' Choice Award, le BAFTA et maintenant le Screen Actors Guild. La porte s'ouvre grande. C'est pas mal acquis. Eux, ils ont préparé leur speech. Là. Ouais, tout à fait. Mais on a une petite surprise. Des fois, ça arrive souvent, un peu comme les BAFTA qui avaient couronné Mickey Madison comme actrice pour la guilde des acteurs. C'est Timothée Chalamet qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur. Devant Brody. Ouais, devant Brody. Et c'est le premier grand prix là, que Chalamet gagne pour son rôle. Donc, est-ce qu'à la toute fin, il va réussir à coiffer Brody? Reste à voir, mais les chances sont quand même du côté de Brody. Là. Généralement, quand on gagne au moins 3 des 4, là, c'est pas mal certain. Mais on ne sait jamais. Peut-être que Chalamet va surprendre à suivre. Et si vous voulez vous préparer pour les Oscars ce dimanche, le dimanche 2 mars, on a mis en ligne notre spéciale prédiction. Alors, la semaine dernière, c'est ça? Ouais, la semaine dernière, on a sorti juste un épisode un peu plus foufou où on parle de nos meilleurs films, de gagnants du meilleur film aux Oscars. Puis à la limite, si vous savez plus quoi écouter, quand écouter, vous pourrez l'écouter après les Oscars. Là. Il n'est pas relié à la cérémonie de cette année. Là. Mais là, ça, c'est nos prédictions. Alors, comme le magazine des pooleurs. Ouais, tout ce qu'il faut savoir pour gagner votre pool. Quand même assez chaud cette année. On a on a fait l'exercice devant micro. Là. On a réalisé qu'on avait pas mal les mêmes prédictions en suivant ces indicateurs-là, mais certains trucs... Il y avait 3 catégories où on avait une différence. Fait que ça va jouer là-dessus. Fait que j'ai bien hâte de voir ça, mais effectivement, ça a été un exercice plus difficile cette année. Là. Les prix ont été très, très partagés un peu partout, puis il n'y a pas vraiment de film consensuel autour de tout le monde s'entendre comme Oppenheimer. Là. Des fois, exact, il y a un genre une grande réalisation technique et qui plaît à beaucoup de monde, à une grande majorité, fait que c'est comme, OK, ça va être réalisation et film, et tu sais. Mais là, on dirait que même cette année, ça pourrait se partager. Le fameux, souvent le réal gagne le film, mais le scénario, c'est autre chose. Ben là, on dirait que ça pourrait être 3 différents, que même les acteurs pourraient gagner, acteurs, actrices, mais même pas que ce soit ce film-là qui soit meilleur film, tu sais, que les 5 grosses catégories, ce soit 5 films différents, finalement. C'est assez chaud cette année. Pas de bande-annonce, moi j'ai rien. Non, c'est ça. Puis là, on enregistre un petit peu plus tôt que d'habitude, fait qu'il va sûrement sortir de quoi de gros jeudi soir ou vendredi, là. Puis on vous en parlera la semaine prochaine. Restez à l'affût sur YouTube. Fait que parlons des nouveautés. Oui, écoute, cette semaine, il n'y a pas de gros canons, là, mais plusieurs offrandes familiales et un peu plus légères. Veux-tu commencer en animation ou en adulte? Toi? Moi, j'allais en adulte en retenant notre souffle. Oui, j'espère que... Last Breath de Alex Parkinson. Oui, Prisonnier des abysses au Québec. C'est quoi, c'est où que ça mange en hiver? On va suivre une équipe de plongeurs de plongeurs soudeurs qui vont faire du travail sur des pipelines. Des pipelines. Très à la mode, les pipelines ces temps-ci. Donc, ils vont descendre à 100 mètres de profondeur, 330 pieds, dans la mer du Nord, là, qui est quelque chose qui a l'air de brasser en tabarnouche sur la côte du Royaume-Uni et tout, là, de Grande-Bretagne. C'est donc en fait une production anglaise. C'est pas un film américain, c'est coproduction peut-être, mais à la base une idée anglaise, mais c'est pas une fiction, c'est inspiré d'un fait vécu. Donc, il y a un fameux plongeur, Chris Lemons, qui va être coincé sous l'eau à cause de problèmes de météorologiques, si on veut. Là, le bateau va se déplacer, lui va rester là avec très très peu d'air pour sa survie. Et là, on voit toute l'équipe qui s'efforce de pouvoir le retrouver et le remonter. C'est un film très court, d'à peu près 90 minutes, parce que c'est
une initiative, il faut le repêcher très rapidement. Là. Il n'y a que pour quelques minutes d'air et il va arriver des choses incroyables. Écoute, en fait, Parkinson avait, avec un coréal, fait un documentaire en 2019. Ouais, du même nom. Il n'y avait pas de nom français, mais Last Breath, oui, exactement. Puis, comme ça arrive à l'occasion, j'ai oublié de noter hier quand j'écoutais le film, il y a eu d'autres histoires comme ça. Des fois, le documentaire que finalement devient un film par la suite, mais j'ai oublié de me faire une petite liste comme ça. Fait qu'on a dû dire, hey, ça serait vraiment une histoire incroyable et tout. Fait que, voilà, t'en as pensé quoi, écoute, toi? Moi, j'ai bien apprécié, honnêtement. Tu sais, c'est le genre de film qu'on a un peu dumpé, malheureusement. Tu sais, c'est arrivé, il n'y a quasiment pas eu de promo. Bing Bang, on annonce la sortie puis tu sais, dans le relâche, tout ce qui n'est pas familial a de l'ombre, là, tu sais. Mais je savais pas du tout à quoi m'attendre, ce genre de film que tu écoutes sans trop savoir quoi. Mais non, je trouvais ça fascinant, de nous montrer ce métier-là très méconnu. Écoute, il faut vraiment être fait solide là, pour aller faire ce travail-là. Ah oui, moi j'angoissais juste à aller regarder. Là. C'est quelque chose. Tout en lenteur, toute ta vie dépend d'un petit cordon d'oxygène et tes communications pour parler aux autres. Sinon, la gravité, la physique sous l'eau, tout est weird, ta vision. Et son histoire est d'autant plus extraordinaire où justement il reste coincé là, mais sans communication, sans lumière aussi dans le noir, dans l'obscurité. Écoute, c'est fou. Et il a survécu quand même à 30 minutes sans oxygène. C'est ça. Tu sais, on spoil un peu le film, mais dès que tu le lis, tu le vois, puis honnêtement, on n'aurait pas fait... c'est évident. Là. Un documentaire, puis un film pour aller rechercher un cadavre, puis l'honorer. C'est parce qu'il a survécu à toute ce truc-là que même la science a de la misère à expliquer. Là, il y a plusieurs minutes sans oxygène. T'sais. Ouais. Fait que c'est vraiment un film très petit budget, là, ça se sent. C'est très intimiste, mais c'est correct parce que l'emphase est vraiment mise sur ces trois personnages-là, leur dynamique. Fait que moi, honnêtement, j'ai bien embarqué. Puis mon seul regret, c'est qu'on n'a pas eu la chance de le voir, nous, sur le grand écran. C'est par un lien, tu sais. Mais j'aurais aimé ça le voir au cinéma. Honnêtement, je pense que ces films, ça doit être de vie, quasiment anxiogène, ça doit être vraiment anxiogène. Là. Toutes les séquences sous l'eau sont vraiment bien faites. C'est pas plein de green screen. Hein? Moi, je sais qu'ils ont vraiment fait des nacelles. 50 pieds, là, quelque chose comme ça. Là, mais c'est de l'eau trouble et tout. Ils se donnent la peine. Les comédiens, Woody Harrelson, qui tout le monde aime. Là, lui, il n'est pas un plongeur, il est plus comme l'aide plongeur. Fait que c'est lui qui communique avec eux puis qui leur donne du gear, etc. dans la petite nacelle qui est sous le navire. Puis les deux plongeurs, c'est Finn Cole, c'est lui qui joue Chris Lemons qui va être coincé. Puis l'autre, Simu Liu, l'acteur canadien de Kim's Convenience, c'est le fameux Shang-Chi qui... Peut-être reverrons-nous en Shang-Chi, un de ces quatre. Je l'aime bien, Simu Liu, parce que j'ai beaucoup aimé Kim's Convenience. Je le trouvais attachant là-dedans. Ouais. Très bon dans Barbie aussi. Puis, exactement. Mais je pense qu'il y a de la misère à se trouver des bons rôles. Là. Ça en est un intéressant, là, justement. Et sinon, il y a eu beaucoup de série B en romance parce que c'est un beau garçon en forme ou en action. Il y en a eu un peu, mais... J'aimerais ça le voir un petit peu plus. Je pensais que Shang-Chi allait vraiment lui ouvrir les portes d'Hollywood. Moi aussi, pas nécessairement devenir le prochain Ryan Reynolds, mais tu sais... Le voir en second rôle dans des films de bonne envergure, mettons, là, ça serait bien pour lui. Je serais content. Mais j'étais content aussi de le revoir sur le grand écran. D'ailleurs, en tout cas, petit aparté, si jamais vous aimez Dragon's Den, qui est comme l'équivalent anglophone de les dragons. Dans la dernière saison, l'automne dernier, il était un des dragons c'est vrai, j'ai vu des clips de ça. C'était très cool. Ouais, maintenant qu'il est millionnaire. Mais il est très impliqué dans la communauté, dans les affaires et tout ça. Il avait étudié pour être... il était comptable à l'origine. OK, je savais pas. Avant qu'il devienne acteur. Fait qu'il a quand même un parcours assez intéressant. Fait que bref, c'était très sympathique de le voir dans un rôle... auquel on s'y attend peut-être pas non plus. Ouais, puis je pense que j'en avais déjà parlé, je me souviens plus pour quel film on avait parlé de lui, je sais plus si c'était Shang-Chi ou autre chose entre les deux, puis ça fait quand même plusieurs années. Mais il fait de la musique aussi, mais moi je trouve ça terrible. Là. C'est très... c'est quoi, du pop un peu? Ouais, de la pop mielleuse là, à la Boyz II Men, là, ou des affaires comme ça, là, mais un son plus contemporain, un peu électro, des ballades langoureuses. Là. Je trouve ça insipide, mais écoute, si ça le rend heureux. Fait que si vous voulez vous vivre vraiment, je pense, une expérience intéressante sur un métier qu'on connaît pas, Last Breath, honnêtement, fait bien la job. Là. C'est très honnête
Comme film, allons maintenant complètement ailleurs. Moi, encore une autre petite surprise, Le procès du chien de Laetitia Doche. Oui, première réalisation pour la française qu'on a vu récemment dans le roman de Jim cet automne. Ça met en scène Laetitia Doche, qui joue le rôle principal, mais Pierre Deladonchamp, Bouli Lanners, François Damien, très comique comme d'habitude, et notre chouchou, Anne Dorval, qui avec un bel accent français, évidemment. On suit une avocate qui est adepte des causes perdues, qui va se lancer dans la défense d'un chien qui est menacé d'euthanasie parce qu'il a mordu une femme au visage. Fait qu'elle va comparer le droit des animaux par rapport aux objets versus aux vivants. Donc, comment on peut décider de son sort. Il a le droit à un procès. Fait que ça va donner le procès du fameux chien avec des personnages très colorés autour. On ajoute à ça beaucoup de narration. Elle narre souvent elle-même ce qui se passe comme un peu un journal. Petite note, cela dit, malgré cette belle... ce beau synopsis très, très joyeux, c'est un film qui est très simple. C'est pas un film familial. Il y a des notes plus sexuelles à certains moments, par langage, des choses comme ça. Là. Fait que c'est pas dans l'offrande familiale du week-end. C'est plus adulte. Là. Ouais. Ça fait un bout que je l'ai vu, toi aussi, je pense, quand même. Oui, je l'avais vu. Est-ce que tu avais rencontré l'équipe? J'ai parlé avec Laetitia Doche, donc il y aura un papier sur elle, un entretien, que j'avais trouvé vraiment fascinant. Mais écoute, moi, le film, je m'attendais vraiment à une comédie un peu niaiseuse, française, tu sais... Générique, mais au contraire, il y a un ton très décalé dans l'humour qui m'a vraiment plu, auquel je m'attendais pas. Anne Dorval qui joue elle est l'avocate de la défense, dans le fond, qui représente la ville. Non, elle représente la plaignante et tout. Puis elle veut se promener, aller en politique après, se présenter en politique, puis elle joue sur la terreur. C'est une femme c'est un personnage d'extrême droite. Oui, c'est ça, puis on connaît ça, jouer sur la terreur dans ses discours actuellement, puis au nom de nos enfants et de tout, jouer les cordes sensibles et ces affaires-là, je la trouve très bonne là-dedans. Oui, elle est excellente, puis d'ailleurs, ça touche quand même vraiment des thèmes qui sont très dans l'actualité politique. Fait qu'il y a quand même de la substance alentour de cette idée-là farfelue, mais moi, c'est vraiment le ton décalé, pas aussi absurde que Zai Zai Zai, mais quand même, tu as quelques moments que c'est assez déjanté. Oui, puis tu sais, elle fait des parallèles entre le spécisme, donc les espèces, et le féminisme aussi, dans tout ça. Elle essaie de se placer par rapport aux chiens, l'éducation qu'ils font. Jean-Pascal Zadi, qui joue le maître chien aussi, il est toujours drôle, là, il a toujours l'air un peu à côté de ses pompes, là, ce gars-là, ça me fait rire. Là. Son sense de delivery, là, c'est sans la raison. La bouche ouverte un peu tout le temps. Là. C'est génial. Mais effectivement, tu parles de ces thèmes-là, des thèmes qui sont très chers à Laetitia Doche, elle m'en parle dans l'entretien, et c'est inspiré d'une histoire vraie, donc c'est mentionné au générique. Puis je l'avais posé la question. Un genre de fait divers, là. Est-ce que ou même c'est juste un gag, tu sais, mais finalement, non, parce que... C'est en Suisse? Je me rappelle plus quel endroit, mais à ce moment-là, je jouais sur les scènes parce que c'est une dramaturge aussi, elle fait beaucoup de théâtre, et quelqu'un lui avait parlé de ce procès-là qui avait eu lieu, puis en se renseignant là-dessus, écoute, ça avait vraiment dégénéré, ça avait été jusqu'au droit de la Cour des droits de l'homme européenne. Il y avait des manifestations, ça avait vraiment viré le village à l'envers, et finalement, vu que c'était allé trop loin, la chef de la police avait juste ordonné l'euthanasie du chien illégalement. Là, parce que ça créait trop de problèmes. OK. fait que là, ça a dû faire une grosse manif après, mais effectivement, ça a dû s'essouffler. On pense à autre chose. Donc, c'est inspiré de cet événement-là pour le film. Lui aussi, il est très court, il est comme 1h20, je pense, ce film-là. C'est très efficace. Puis je lui ai parlé aussi d'Anne Dorval, parce que c'était quand même curieux pourquoi aller chercher une Québécoise. Et ce n'était pas la première personne qui m'en parle. Pierre Letin aussi, dans Fanfare, m'avait parlé de Le cœur a ses raisons. Ah ouais, OK. Qui jouit vraiment de statut culte parmi Mais ils écoutent sur YouTube comme nous autres. Oui, c'est ça, tout à fait. Ils ont découvert ça sur le net. Donc, elle tripait sur ça. OK, mais toi, quand tu as parlé à Pierre Letin, ça, c'était pour En Fanfare? Oui. Puis tu as juste dit, t'es Québécois comme Anne Dorval, Le cœur a ses raisons. Non, parce qu'il parlait d'un style d'humour sur un projet qu'il travaillait, puis il m'avait parlé Le cœur a ses raisons. Ah, OK, génial. Et elle, c'est comme ça qu'elle est allée chez Anne Dorval. Elle lui a proposé le rôle, puis elle était super contente. Oui, c'est ça, parce qu'elle est moins crinquée dans le 220, mais oui, c'est un petit peu cricket, la manière qu'elle s'emporte d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Mais elle avait besoin... Non, on n'est pas dans la parodie comme ça, mais elle avait besoin de quelqu'un qui
qui est fearless, qui est capable d'aller dans n'importe quelle zone, puis qui va. Là, fait que... Mais je sais pas c'est quoi, je la connais pas, Anne Dorval, là, pour savoir, mais elle joue dans quelques films comme ça. Là, on l'a vu saupoudrer un peu cette année. Fait que elle alterne beaucoup entre le Québec et la France depuis quelques années. OK, c'est ça. C'est stabilisé. Ça. Je savais pas si elle était en train de faire une percée tranquillement. Ou... Bah, je pense qu'elle a comme une présence tranquille. Là. Tu sais, on la voit à peu près un film français par année. OK. C'est impressionnant là. Fait que bref, si vous voulez juste le goût de vous bidonner, de rire un peu, vous pouvez être surpris par le procès du chien. Moi, que j'ai trouvé très, très sympathique, honnêtement. On reste en humain? Ben, reste en humain, en famille cette fois-ci, avec la famille Hendrix de Laurent Sarné. Exact. J'étais sûr qu'on disait Hendrix, mais c'est bien Hendrix. Ouais, mais Jimi Hendrix, c'est H-E-N-D-R-I-X. Ouais. Là, c'est H-E-N-N-E-D-R-I-C-K-S, on comprend que c'est une fusion de leurs deux noms de famille des personnages éventuellement. On est justement dans une famille recomposée dont la mère est jouée par Laurent Sarné et le père Danny Boone, que chacun ont un garçon. Celui de Arné, j'oublie le nom des personnages, Justine. Celui de Justine, il est un petit peu plus vieux, il a plus 15-16 ans, puis il arrête pas de menacer de aller vivre avec son père parce que ça serait vraiment mieux, parce qu'eux sont un peu bohèmes. Ouais. Puis lui, Boone, son garçon, a plus 12-13 ans, mettons. Puis c'est comme super gentil, puis il veut vraiment être frère avec l'autre puis être ami, alors que le plus vieux est plus blasé de tout ça, toujours sur son cellulaire. Fait que pour essayer de casser ça, Justine va dire on part en road trip. Ça devient donc un road movie. On part en road trip, on est en France, puis on va avoir du fun, il faut souder la famille. Tu vas voir, c'est plaisant, on n'est pas juste comme un petit peu hippies à nos heures. Mais vont rencontrer des problèmes financiers qu'elle va cacher au reste de la famille. Et alors que eux les trois autres, donc les deux garçons puis le père, vont commencer à un peu plus jouer de la musique puis s'improviser amuseur public, si on veut, puis passer le chapeau et tout. Fait qu'il va y avoir une espèce de jeu de mensonges de qu'est-ce qu'on fait avec l'argent, et les autres qui essaient de créer une famille et de garder Henri, justement, ce fils-là qui tend à s'écarter soudé. Puis éventuellement, tous ces mensonges vont devoir être révélés au grand jour. Fait que c'est un film très musical, parce que Boone va jouer de la guitare acoustique, le plus jeune joue du quahog, des percussions, puis le plus vieux, c'est ça, il redécouvre une passion pour la flûte de Pan. Fait qu'ils se mettent à faire des succès de Final Countdown, puis... Take On Me, de Haha, il y a beaucoup de needle drop dans le truc. Beaucoup de Supertramp aussi, très puis des années 70-80, fait que ça a dû marquer Boone et Arné, justement, ces choix-là. On comprend aussi que le personnage de Boone avait un groupe rock quand il était plus jeune, fait que là, il retrouve, même s'il joue sur des coins de rue devant 9 personnes, ce goût du showman, du show business. Voilà, fait qu'une forme de dérive peut-être de genre de Little Miss Sunshine ou quelque chose comme ça, là. Un des enfants cousins de Little Miss Sunshine. D'ailleurs, ça l'a inspiré Laurent Sarné pour le film. Tu l'as bien dit, c'était son modèle. Moi, ça a été une découverte pour Laurent Sarné que je ne connaissais pas. Elle a joué dans une couple de films, en fait, avec Boone, là, les ch'tis et ces affaires-là, qui étaient jusqu'à récemment un couple dans la vraie vie aussi. Oui, effectivement. De quoi, à peu près 2018 à 24, selon nos sources. Et puis, donc, ils ont collaboré à plusieurs scénarios ensemble. Mais là, c'était sa première réalisation. Fait que j'ai trouvé très bonne. Elle a un bon sens du timing de la comédie. Un peu joué très physique. J'ai bien apprécié. Puis bon, sachant qu'il était un couple, quand j'ai vu le film, mais finalement, j'ai réalisé par après qu'il n'était pas. C'est ça. Ça m'a comme brisé un peu le cœur. J'ai trouvé bien. La mise en marché les a usés. C'est ça. Mais écoute, moi, j'ai trouvé vraiment une comédie familiale très sincère, très divertissante et sympathique. C'est ce que c'est, sans prétention. On voit que c'est un petit budget, mais c'est une réalisation quand même vive. Puis très influencée par le cinéma américain, là, puis c'est assumé complètement. Les jeunes enfants qui ne jouaient pas de la musique, donc se sont vraiment pratiqués pour le film. Ouais, c'est ça, ils ont 3 mois de cours intenses. C'est un peu surprenant parce que des fois, c'est l'inverse. Si tu as besoin d'un talent particulier, ça va faire partie de ton critère. Ils avaient regardé pour les musiciens, mais ils n'arrivaient pas à trouver le bon fit, donc ils ont fait l'inverse quand même. Fait que moi, honnêtement, j'ai trouvé ça bien sympathique. Fait que... la famille Hendrix dans les cinémas qui jouent du cinéma français, finalement. Et sinon, pour les peu plus jeunes, 2 grosses offrandes
coproduction québécoise. Il y en a peut-être une qui est juste 100% québécoise, je suis plus certain. Non, c'est des coproductions. Ellie et l'équipe des monstres, qui est une coproduction entre l'Allemagne et le Québec/Canada. Mais ça a été fait par les studios de Carpe Diem Film, là, donc c'est ce qui est dirigé par Marie-Claude Beauchamp. Fait que c'est à Montréal, ça, La Légende du Papillon, La Guerre et La Course des Tucs 3D, Légende de Sarilla. Fait que c'est vraiment le studio qui a fait toute l'animation. Mais ça vient d'un livre, Ellie dans le train fantôme, un livre illustré allemand. Donc, le film est plus réalisé par de 3 Allemands et Allemandes. Donc, on promouvoit pas tant la version originale. Ce qu'on met de l'avant, vous avez vu des publicités, c'est la version québécoise avec Sophie Nellis, Caroline Davernas, Antoine-Olivier Pilon, Vincent Leclerc, il y a même Fayol Jean Junior et la pionnière, si on veut, Catherine Proulemé, qui a énormément de crédits de doublage au Québec. Alors, Ellie, qui est un petit fantôme sans abri, va se retrouver un peu évincée. Fait qu'elle va frapper à la porte de genre de résidents et de monstres qui sont pas des fantômes, mais d'autres créatures monstrueuses qui se cachent dans un manège hanté. Puis on va essayer de retrouver les amis qui sont toutes capturés par des technologies, des genres de drones. Tous les monstres et les fantômes se font capturer puis amenés dans le siège social, comme un peu une forme d'aspirateur central. Fait qu'elles vont devoir s'unir ensemble, donc Ellie et l'équipe des monstres, pour sauver leurs camarades. C'est un film qui a des très belles valeurs de tolérance, de l'aide en communauté, de la force de caractère, de la résilience. Puis avec une petite note de faire attention aux technologies, à l'intelligence artificielle et tout. Fait que très bon film pour la famille, pour les plus jeunes. Oui, effectivement. Lui vise un peu plus jeune. Fait que dès 4-5 ans, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de, c'est ça, de saut malgré le thème des fantômes. Là, on est vraiment dans... Non, il n'y a rien d'épeurant dans celui-là. Non, vraiment pas. Puis tu sais... C'est vrai qu'en haut de 13 ans, ils vont trouver ça long un peu. Là. De 8-9 ans, je pense. Okay, bon. C'est vraiment... Le public, je pense, est vraiment beaucoup plus jeune que le prochain. Oui, c'est ça. Mais en fait, juste parenthèse, on a fait un épisode spécial que j'ai mis en ligne. Oui, il est en ligne, c'est bon. Je suis tout mêlé dans ma chronologie. Qui est autour de Ellie et l'équipe des monstres. Mais en fait, on parle principalement du travail de acteur-doubleur, donc faire des voix, que ce soit en doublage ou en création dans ce cas-là, avec Caroline Davernas et Catherine Proulemé, puis qui ont 2 parcours quand même différents, puisque Catherine en fait fréquemment pour des émissions jeunesse, du doublage, elle double souvent, c'est qui Zoé Saldana, Olivia Wilde, Kristen Bell. J'ai vu par après Ellie Atwell aussi, fait que peut-être qu'elle va déjà voir en primeur le prochain Mission Impossible. Et Caroline, qui elle en fait un peu moins récemment, elle en fait toujours comme 1 ou 2 par année, mais pas autant en commande. Souvent, elle se double elle-même parce qu'elle joue aux États-Unis. Mais elle avait, puis au Canada anglais, mais elle avait débuté sa carrière en faisant ça quand elle était enfant, exactement, à faire des voix pour des publicités, puis des films animés, puis des doublages de films. Elle racontait qu'elle faisait Les Aventuriers du Timbre perdu. C'était elle qui faisait une des voix pour le Québec. Fait que super conversation dans le fond, avec les deux femmes. Ouais. Donc c'est en ligne. Fait que même si le film Ellie vous intéresse pas vraiment, c'est plus un contexte pour parler de ce travail-là. Là. On n'aborde pas, on aborde le film sur 5% de tout l'épisode, mettons. Là. Fait que pour ceux qui aiment les métiers techniques et nos épisodes un peu différents, je vous recommande celui-là, le spécial doublage avec Ellie et l'équipe des monstres. Un autre film qu'on met de l'avant, les voix québécoises, Zoopocalypse, qui est, je sais pas s'il y a tant du Québec dans la production, mais c'est Canada, France et Belgique. Là. Fait que c'est juste, est-ce que la Sodec a mis de l'argent ou pas? Là? C'est toujours ça qui va définir si on met le tag québécois. Au Québec, on a les voix de Sarah-Jeanne Labrosse, Normand D'Amour, Jérémy Demé et Guillaume Lambert. C'est une louve et un puma dans un zoo qui auront d'autres choix que de s'associer, qui sont 2 animaux solitaires. En fait, les loups sont pas solitaires, mais cette louve-là se sent pas très appelée par son clan. Le puma est vraiment, lui, un très loner. Donc, la louve, vous aurez compris, par Sarah-Jeanne Labrosse, le puma par Normand D'Amour. Ils auront d'autres choix que de travailler ensemble pour libérer le zoo d'une grosse catastrophe. Il y a un météorite. Un météorite? Une météorite, je crois. Il y a météorite qui s'est écrasé sur la Terre. Un gros caillou. Oui, c'est ça. Une grosse roche. Qui s'est écrasée dans le zoo.
Puis là, ça transforme les animaux en genre de zombies, là, zombanimaux. Et fait que c'est comme un peu une initiation sur le film d'horreur et les codes d'horreur. Fait que c'est pour ça qu'on disait quand Ellie était pour peut-être les très jeunes, lui, même du côté du distributeur, on recommande un 9 ans et plus pour ce film-là. Et ils vont s'associer avec d'autres animaux comme ça pendant cette espèce de crise-là pour trouver une solution. Fait que spoiler, je dis, il n'y a pas d'animaux qui meurent. Là. Il y a cet effet de contagion-là, mais ils vont finir par trouver une solution, puis tout va être correct. C'est sûr qu'ils se sont donné pas mal de coups de poing d'en face. Il y a des séquences où les animaux... Ouais, puis les animaux deviennent un peu comme gluants, visqueux, avec des yeux illuminés, très vert fluo, jaune fluo. Fait que c'est ça qui pourrait faire peur un peu. À un moment donné, ils se mettent à morpher ensemble, une espèce de gorille girafe hybride et tout. Fait que tu sais, du petit stock à cauchemar, tu sais, ça peut rappeler les Gremlins, ça c'est mon effet. Les Gremlins c'était pas en dessin animé, mais l'effet de... Il n'y avait pas de la maison, là, une maison hantée. Le manoir hanté, mais je pense que c'était un petit peu plus soft que ça quand même. Mais tu sais, l'effet Gremlin, moi j'avais pas vu le film, puis j'en faisais des cauchemars parce que je voyais les pochettes au club vidéo, puis ces affaires-là, puis ça j'avais comme justement 7 ans, 6-7 ans. Mais plus tard, quand on le revoit, tu fais tu sais, c'est super charmant, puis c'est drôle, puis c'est devenu culte et tout, là. Fait que tu sais, c'est un peu le même effet pour Zupo, là. Je pense que vous connaissez vos enfants. C'est violent, Gremlins, quand même, pour l'époque. Parce que d'ailleurs, c'est suite à ça que... il y a le blender puis des affaires comme ça, là. Oui, puis tu sais, il tue quand même des gens. Oui, c'est vrai. Fait que ça avait quand même suscité une polémique. Donc, on avait créé le nouveau rating. Là-dedans, il y a personne qui meurt, justement, heureusement. Mais je trouve la thématique cool parce que les zombies sont à la mode depuis une quinzaine d'années maintenant déjà. Sûrement, oui. Puis je trouve ça le fun qu'on l'amène dans un concept de film plus pour enfants familial, là, à ma connaissance. C'est un peu surprenant qu'il sorte à relâche, par contre. Il aurait dû sortir en octobre, là, mais bon, c'est une parenthèse. Dans l'initiation à l'horreur, il y a le classique, peut-être là, justement, les films d'horreur adultes ont commencé à arrêter, mais c'est le côté méta. Clin d'œil à Scream pour ça, qui a été le maître de ça. Ouais. Il y a un lémur, c'est Jérémy Demé qui fait la voix, qui lui écoute la télé parce qu'il est toujours à l'infirmerie et lui il connaît les films d'horreur, il adore les films d'horreur, fait que c'est un peu, c'est pas notre narrateur mais c'est comme notre guide au fil du film parce qu'il prévient les autres là, on est dans un film d'horreur, on arrive à l'acte 2 là, les choses vont grossir, à l'acte 3 ça va être soit on va trouver une solution, soit on va tous mourir, tu sais, puis là, comme je dis, ils vont trouver une solution là. Mais voilà, puis il y a des animaux qui trahissent un peu les autres pour sauver leur propre peau, fait que souvent ça leur revient au visage, alors on est mieux de s'allier, de travailler ensemble. À chaque fois qu'on pense qu'on est abandonné, ben non, le Puma ou la Louve reviennent et acceptent de faire équipe, de sauver les autres, pas juste de sauver sa peau. Fait que c'est ces belles valeurs-là. On parlait des voix, il y a une voix qui était pas un des 4 noms, ni la brosse d'amour de May ou Lambert. Puis c'est le personnage de l'autruche. Puis j'étais comme, je connais ce voix-là, c'est qui? Puis là, j'ai parlé avec le distributeur pour savoir, tu sais, avec le dossier de presse et tout. Puis c'est pas un acteur connu, mais on parlait d'acteur de voix. Il s'appelle François Godin. Il a plus de 545 crédits de doublage. Fait que c'est un pro du doublage. Et c'est parce qu'il fait, entre autres, la voix de Will Ferrell au Québec, là, évidemment. Fait que c'est pour ça que je reconnaissais la voix, mais c'est la voix de Will Ferrell. Il fait aussi Ryan Reynolds, Steve Carell, Ewan McGregor. Fait qu'on... C'est ça. À un moment donné, t'as plein de projets divers, mais t'es souvent associé à quelqu'un. Puis si vous voulez savoir, sont-ils obligés ou quoi? Ben, écoutez notre épisode avec Catherine et Caroline pour en savoir un peu plus sur ça, l'attachement aux vedettes puis à la même voix. Ouais. Voilà, fait que Zoopocalypse, c'est très sympathique, mais c'est plus on se donne des coups de pied, on se sauve des monstres jusqu'à temps qu'on trouve une solution. Et dans les deux cas, Ellie et Zupo, c'est la solution est le travail d'équipe et la créativité et le courage. Autre film, il y a le documentaire Les Perdants qui fait un peu jaser de l'ONF de Jenny Cartwright qui c'est l'illustration des rouages puis des failles du système électoral québécois à travers le portrait de 3 candidats marginaux, là, ceux attachés à aucun parti qui essaient de se présenter avec la prémisse ou la question de genre pourquoi au final c'est juste des avocats puis des dirigeants de PME qui
millionnaires qui nous gouvernent. Pourquoi est-ce qu'il y a pas... On le dit, si tu veux rentrer en politique, va faire ton droit, ton barreau, ça va t'aider, blablabla. Oui, je comprends que c'est des lois, mais à un moment donné, dans la vie, on n'est pas juste des avocats, là. On est des caissiers, caissières, des garagistes, des gestionnaires, des commis comptables, n'importe quoi. Fait que il y a un peu ce côté-là, puis ils font des entrevues avec d'autres, dont Catherine Dorion, par exemple, qui... On comprend qu'on est plus en faveur de la fameuse réforme du scrutin aussi, qui est par rapport à le pourcentage de représentativité, plutôt qu'à chaque fois que tu as la majorité, tu gagnes. Fait que t'as 40% des votes, mais t'as 70% des sièges, là, finalement. Puis checkez ça parce qu'il y a beaucoup de projections spéciales avec Q&A partout au Québec avec Jenny Cartwright ou d'autres élus, anciens élus, etc. La semaine prochaine, très excité quand même, le 7 mars, on retourne dans cinéma pour adultes, si on veut, Mickey 17 de Bong Joon-ho. Les premières critiques qui avaient été présentées à Berlin hors compétition étaient très très bonnes. Ouais. Ça a l'air décalé. Il paraît que Pattinson s'est inspiré de l'accent de merde, j'oublie son nom, dans Fargo, là. De Steve Buscemi. De Steve Buscemi, ouais. Il se serait inspiré de l'accent que lui fait et tout. Mais j'ai juste vu les gros titres, le clickbait, mais j'ai pas encore cliqué. J'ai pas fait mes recherches encore. On n'a pas vu le film d'ailleurs. Ça et plein d'autres films. Contactez-nous comme d'habitude balado@monciné.ca et suivez le magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram. Et procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné. On est à quelques jours du 1er mars, ou peut-être qu'il est déjà le 1er mars quand vous nous écoutez. Fait que le nouveau magazine devrait être en kiosque et dans les cinémas pendant la relâche, là. Le temps de faire son petit voyage en camion. Sinon, il est disponible en version numérique. Et voilà, visitez votre cinéma favori de la province en cette belle semaine de relâche, que ce soit aussi pour revoir les films qu'on a discutés la semaine dernière, les films qui vont gagner ou pas les Oscars et qui seront encore à l'affiche dans certains cinémas. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn. Puis si jamais on vous appelle pour aller faire du travail sous-marin, apportez donc une deuxième bonbonne d'oxygène. Ça peut être bien utile.